désormais l'audition de M. Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé de l'Europe, sur les résultats du Conseil européen des 21 et 22 mars 2024. Monsieur le ministre, nous sommes très heureux de vous accueillir, parce que c'est la première fois que vous venez en votre qualité de ministre chargé de l'Europe depuis votre nomination. Donc on est très heureux de pouvoir avoir ce moment avec vous. Et vous allez nous présenter les résultats du dernier Conseil et qui ont permis, je crois, d'affirmer plusieurs éléments qui me semblent importants. D'abord, le premier, c'est le soutien indéfectible de l'Union à l'Ukraine qui se traduit par cet engagement très fort de fournir toute l'assistance militaire nécessaire, notamment 1 million d'obus d'artillerie, avec l'idée que ce soutien pourrait être, en partie du moins, financé par les recettes provenant d'avoirs russes gelés. Un autre élément qui est très lié au précédent est la détermination des États membres à affirmer leur souveraineté en matière de défense en s'engageant résolument dans la voie d'un renforcement de la base industrielle et technologique de défense européenne, la fameuse BITD. Et puis, le Conseil européen a également repris et avalisé plusieurs orientations en matière agricole directement issues des idées françaises, des positions françaises, notamment liées à la simplification de la PAC, et surtout de renforcer la position des agriculteurs dans la chaîne agroalimentaire pour leur assurer un revenu équitable. C'est le fameux EGalim européen évoqué par le président de la République. Voilà quelques-uns des thèmes. Il y a aussi des sujets liés aux négociations d'élargissement. Nous aurons à examiner la semaine prochaine un rapport d'information très attendu de nos collègues Dumont et Tanguy sur les négociations d'adhésion avec les pays des Balkans. Je ne peux pas encore le dire tout de suite parce qu'il n'est pas connu de tout le monde, mais je suis sûr qu'il sera très bon. Et donc voilà, monsieur le ministre, ce que je pouvais vous dire en préambule, mais le plus important, c'est que vous puissiez prendre la parole. Et donc je vous la cède tout de suite. Et puis nous aurons ensuite les questions des collègues. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, de m'accueillir dans cette si belle salle de la Commission des Affaires européennes pour vous rendre compte de ce qu'il s'est passé à Bruxelles les 21 et 22 mars dernier pour le Conseil européen du printemps. Avec peut-être 2 éléments en introduction qui caractérisent ce Conseil par rapport à d'autres. Le premier, c'est qu'il a été consacré principalement aux questions de sécurité, de défense et aux questions relatives à l'Ukraine, alors qu'il est traditionnellement ce Conseil européen du printemps consacré aux questions budgétaires. Et le deuxième élément qui le caractérise, c'est qu'il s'est terminé beaucoup plus rapidement qu'à l'habituel, ce qui témoigne d'une forme de convergence de vues des Européens sur les sujets nombreux qui ont été abordés. Je vais les reprendre par grands chapitres, en commençant par celui qui a été le plus longuement débattu, le sujet de la sécurité, de la défense et de l'Ukraine, avec 4 points de satisfaction pour la France, de voir repris un certain nombre d'éléments sur lesquels nous entendions peser. Premier élément, à ce chapitre, on retrouve la notion de préférence européenne. À la fois dans la présentation de la facilité européenne de paix qui avait fait l'objet quelques jours avant le Conseil d'un nouvel accord et dans lequel, comme vous le savez, il y a désormais un compartiment, celui consacré au remboursement des achats conjoints, qui est réservé à la base industrielle et technologique de défense européenne. Ça n'allait pas de soi, beaucoup de pays étant très attachés à ce que cet instrument de financement soit dédié intégralement au soutien et au soutien militaire, à la provision de munitions à l'Ukraine, quel que soit le lieu où ces équipements ou ces munitions étaient produites. Il a fallu beaucoup peser pour que ce soit le cas. Et puis, d'autre part, toujours dans ces conclusions et toujours en ce qui concerne la préférence européenne, on retrouve dans le satisfecit exprimé par les 27 sur la communication du 5 mars de la Commission sur le programme et la stratégie pour l'industrie européenne de défense, qui intègre de manière native, de manière organique, cette préférence européenne. C'est un point que la France a porté, considérant que la crédibilité de notre soutien militaire à l'Ukraine dépend de la crédibilité de notre base industrielle et technologique de défense, c'est-à-dire notre capacité à produire nous-mêmes des armes, des équipements militaires et des munitions. Ça, c'est le premier élément de satisfaction. Le deuxième élément de satisfaction, c'est qu'on retrouve dans ces conclusions un terme qui consacre
l'ambiguïté stratégique à laquelle de nombreux États de l'Union européenne et d'ailleurs se sont ralliés à la suite de cette conférence internationale du 26 février. Où est-ce qu'on retrouve ça dans les conclusions? Si vous les relisez, vous verrez que l'Union européenne entend soutenir l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire. C'était déjà quelque chose que l'on avait pu retrouver dans des déclarations. Mais vient s'ajouter une autre expression qui est l'idée que l'Union européenne soutienne l'Ukraine aussi intensément que nécessaire. Et cela témoigne, je dirais, d'une montée en puissance dans l'expression du soutien de l'Union européenne vis-à-vis de l'Ukraine. Ça, c'est le deuxième élément dont nous étions satisfaits à l'issue de ces discussions. Le troisième élément, c'est la question du financement. Parce que c'est bien beau de vouloir soutenir l'émergence de cette base industrielle et technologique de défense, mais encore faut-il pouvoir financer cet effort, financer aussi le soutien militaire à l'Ukraine. De ce point de vue-là, on a 3 satisfactions à retirer de ces conclusions. Première satisfaction, on s'aperçoit que la mobilisation des profits d'aubaine tirés des actifs russes gelés est désormais fléché vers le soutien militaire à l'Ukraine. Deuxième élément de satisfaction, c'est que les 27 s'accordent sur une injonction, ou en tout cas une invitation très ferme à la Banque européenne d'investissement pour qu'elle étende son mandat aux activités militaires, ce qui ne lui était jusqu'à présent pas permis de faire. Et troisième satisfaction, les 27 mandatent la Commission européenne pour leur présenter au Conseil du mois de juin un rapport sur toutes les solutions possibles pour financer le soutien militaire à l'Ukraine et plus généralement l'émergence de cette base industrielle et technologique de défense européenne. Donc la préférence européenne, l'ambiguïté stratégique, le financement, quatrième point de satisfaction, de voir dans ces conclusions les 27 dénoncer unanimement les élections qui se sont tenues dans les territoires occupés. L'Union européenne dit qu'elle ne reconnaît pas ces élections et qu'elle ne reconnaîtra pas et qu'elle ne les reconnaîtra jamais. Je passe au deuxième chapitre, celui de l'élargissement, qui a aussi été âprement débattu. Un certain nombre d'États membres souhaitant que le processus s'accélère, s'agissant notamment de la Bosnie, sur le fondement d'une communication, d'un rapport que la Commission européenne avait publié quelques jours auparavant, considérant que les étapes, les 14 étapes, qui avaient été, ou en tout cas les 14 points qui avaient été identifiés au mois d'octobre 2023, avaient été traités. L'analyse de la France était moins, je dirais, positive que celle de la Commission, ce qui nous a amené avec d'autres États membres à veiller à ce que dans les conclusions de ce Conseil qui ouvre officiellement les négociations d'adhésion avec la Bosnie, que la prochaine étape, qui sera l'ouverture effective des négociations avec l'adoption à l'unanimité du cadre de négociation, bien que cette prochaine étape soit conditionnée à l'atteinte effective par la Bosnie d'un certain nombre d'étapes, parce que nous considérons que ce processus d'adhésion doit rester fondé sur les mérites propres, c'est-à-dire sur le franchissement par les pays candidats des étapes qui les rapprochent de nos standards en matière d'état de droit, d'indépendance de la justice, de liberté de la presse, de lutte contre la corruption, etc. Et donc c'est une satisfaction de voir cette conditionnalité spécifiée explicitement dans les conclusions. Troisième chapitre, la situation au Proche-Orient. Nous ressortons de ce Conseil avec la première expression complète et substantielle des 27 sur le conflit à Gaza, avec à la fois l'appel à une trêve humanitaire immédiate entraînant un cessez-le-feu durable, la libération inconditionnelle des otages, l'appel au gouvernement d'Israël à s'abstenir de toute intervention à Rafah, l'appel à ouvrir tous les canaux d'acheminement de l'aide humanitaire et le traitement de la question du soutien à l'UNRWA. C'est donc la première fois que les 27 s'accordent sur une déclaration commune qui embrasse
tous les sujets relatifs à la situation au Proche-Orient. J'en ai oublié un, qui est celui des sanctions à l'égard des responsables du Hamas ou des colons extrémistes violents. Et c'est au-delà de ce que nous espérions au moment d'entrer dans les discussions qui ont conduit à l'adoption de ces conclusions. Et puis, quatrième chapitre, celui de l'agriculture qu'évoquait le président à l'instant. Alors, les 27 expriment leur satisfaction d'avoir vu la Commission présenter ces mesures de simplification en matière de déploiement de la politique agricole commune. Et là où nous avons un point de satisfaction, le président l'a mentionné, c'est de voir apparaître dans ces conclusions la protection, la préservation du revenu des agriculteurs, ce qui est, si l'on peut dire, le premier pas vers une européanisation du principe d'Egalim. C'est un peu le début ou les prémices de l'Egalim européen que la France et que le président de la République appelaient de leur vœu. Voilà un peu ce que je pouvais vous dire sur ce Conseil européen. Et je suis à votre disposition pour répondre à toute question sur ce sujet ou sur les autres, évidemment. Bien, merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour ces propos liminaires très complets. Et donc, j'en viens aux orateurs de groupe, en commençant par Brigitte Klinker pour le groupe Renaissance, et pour 3 minutes. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. L'Europe est l'essence même de notre engagement au sein de notre majorité. Et cet attachement profond, il est incarné par le Président de la République qui assume depuis 2017 une ambition réformatrice sans faille pour notre Europe. Aux côtés de ses 26 homologues européens au Conseil européen, il incarne un leadership qui est déterminant et qui engage aussi des débats cruciaux pour façonner un avenir prometteur pour nos concitoyens européens. Les récentes années n'ont pas été simples pour notre continent et le contexte géopolitique actuel pose des défis qui sont majeurs. Face à la crise sanitaire que nous avons connue, à l'agression russe contre l'Ukraine, au conflit au Proche-Orient ou encore le risque d'une réélection de Donald Trump aux États-Unis, il devient vraiment impératif de réformer nos institutions pour répondre aux menaces extérieures et pour éviter toute paralysie européenne. Il est évident que le destin de l'Ukraine, de la Moldavie ainsi que des pays des Balkans occidentaux est européen. Ces nations et leurs dirigeants ont fait preuve d'un courage exemplaire et d'une aspiration profonde à rejoindre notre Union. J'en ai moi-même été témoin lorsque, il y a un an, j'ai eu l'occasion d'accompagner Laurence Boone à l'occasion d'un déplacement en Bosnie-Herzégovine et en Moldavie. J'ai pu constater combien ces peuples ont tous un profond désir d'Europe et souvent un profond désir de France. Nous sommes tous d'accord que pour accueillir de nouveaux pays en son sein, l'Europe doit se reformer. Bien sûr, une telle entreprise ne pourra pas se réaliser du jour au lendemain, mais il est essentiel de manifester notre soutien politique aux pays qui aspirent à rejoindre l'Union européenne. Lors du Conseil européen des 21 et 22 mars, un signal positif a en effet été envoyé à la Bosnie-Herzégovine, tout en saluant les progrès réalisés par l'Ukraine et par la Moldavie sur la voie de leur adhésion à notre Union. Toutefois, l'ouverture effective des négociations d'adhésion demeure conditionnée, et c'est normal, au respect d'exigences. Et en ce sens, Monsieur le Ministre, j'aurais la question suivante à vous poser de manière générale. Quelles mesures l'Union européenne envisage-t-elle de prendre pour soutenir et pour accompagner les pays ayant le statut de candidat dans ce processus de réforme et de préparation à l'adhésion? Et par ailleurs, la France a-t-elle des critères clés qu'elle souhaite voir respectés par ces pays en termes de réforme interne et de conformité aux valeurs européennes? Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Thibault François pour le groupe Rassemblement National et pour 3 minutes. Je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Lors de la dernière réunion du Conseil européen qui s'est tenue les 21 et 22 mars dernier, les chefs d'État et gouvernement ont évoqué, je cite, les préparatifs en vue de l'élargissement, ainsi que les négociations d'adhésion avec la Bosnie-Herzégovine sur la base des recommandations de la Commission du 12 mars 2024. Dans le cadre de cette volonté de la Commission européenne de s'élargir à des pays de la région des Balkans, volonté que vous soutenez au Parlement européen, aucun pays européen ne se sentira renforcé de la mise en concurrence avec ces pays dans lesquels les salaires moyens ne dépassent pas 800 € par mois, 786 € pour la Bosnie par exemple. Alors que de nombreux peuples européens font face à des défis économiques majeurs, l'intégration de ces pays accentuerait cette crise. Inutile de rappeler que ces régions,
tout entière continue d'être l'une des routes les plus empruntées pour l'immigration illégale, avec plus de 100 000 passages en 2023. Notre groupe, le Rassemblement national, continuera de s'opposer, conformément à la volonté des peuples et des Français, à tout élargissement de l'Union européenne, que ce soit aux Balkans, à l'Ukraine ou encore à la Turquie. Ma question porte sur l'état d'avancement des réformes qu'ont entrepris les pays candidats à l'Union européenne, notamment au niveau de leur niveau de corruption et particulièrement pour la Bosnie, Monsieur le ministre. Un deuxième sujet d'importance capitale pour nos compatriotes était inscrit à l'ordre du jour de cette réunion du Conseil, celui de l'agriculture. Pendant que la Commission européenne continue de vouloir multiplier les accords de libre-échange au détriment des productions nationales et de la préservation de la souveraineté des États membres de l'Union, nos agriculteurs continuent de subir de nombreuses normes imposées par Bruxelles avec votre soutien indéfectible. Je regrette évidemment le rejet d'un moratoire sur le libre-échange dans notre Commission aujourd'hui. Et une production nationale en passant par le localisme et le patriotisme économique est possible et doit être défendue à Bruxelles. Ce sont des mesures que Marine Le Pen portait déjà lors des précédentes élections présidentielles et que nous porterons dans notre projet pour les prochaines élections européennes du 9 juin. La préservation de notre agriculture passera par le combat contre les atteintes de l'Union européenne à notre agriculture française. Je souhaiterais connaître, Monsieur le ministre, les mesures que vous portez et que vous allez porter auprès des dirigeants pour préserver notre modèle agricole français et celui qui est menacé par des décisions déconnectées et punitives au niveau écologique par Bruxelles. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Daniel Obono pour le groupe de la France Insoumise. Depuis 6 mois, chaque jour apporte son lot d'horreurs commises par le gouvernement d'extrême droite israélien contre les Palestiniens et Palestiniennes à Gaza. Au meurtre de plus de 32 000 personnes, dont plus de 13 000 enfants, aux destructions massives d'infrastructures civiles, au déplacement massif de population, au meurtre d'enfants intentionnellement visés par des soi-disant tireurs d'élite, à la famine organisée qui menace désormais à très court terme plus d'1 million de personnes, se sont ajoutés ces derniers jours les massacres et la destruction de l'hôpital Al-Shifa et l'assassinat ciblé de 7 humanitaires internationaux. Il aura fallu attendre le 28 février dernier pour que, à l'initiative notamment de Manon Aubry, une résolution soit adoptée par le Parlement européen appelant à un cessez-le-feu. Mais sans qu'aucune mesure ne soit prise pour qu'il soit effectif. Les pays européens en ont pourtant la responsabilité morale, historique et juridique, notamment suite au jugement de la Cour internationale de justice, dont la majorité de ces pays sont partis, et jugement qui a reconnu un risque plausible de génocide contre les Palestiniens et les Palestiniennes à Gaza. Les pays européens en ont aussi et surtout les moyens. En effet, l'Union européenne a toujours mis en avant son attachement au respect des droits humains, qui est censé se refléter notamment dans les accords qu'elle signe avec des pays tiers. L'accord d'association UE-Israël, entré en vigueur en juin 2000 et qui permet de renforcer des échanges commerciaux entre les deux parties, rappelle ainsi que les dispositions de l'accord, je cite, se fondent sur le respect des droits de l'homme et des principes démocratiques qui constituent un élément essentiel de l'accord. À Gaza, selon toutes les organisations internationales et nationales, onusiennes, non gouvernementales, Israël commet des violations répétées des droits humains, des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, voire, comme l'a indiqué la CIJ, un génocide. La question de la dénonciation et de la suspension de l'accord d'association de l'Union européenne et d'Israël se pose donc. L'Union est en effet le premier partenaire commercial d'Israël. Ces échanges représentent en 2022 pour le pays 28%. Dénoncer et suspendre cet accord créerait ainsi indéniablement un rapport de force indispensable pour imposer à Israël le respect des injonctions de la Cour internationale de justice et du Conseil de sécurité de l'ONU. Le 13 mars dernier, 195 organisations de la société civile européenne et internationale ont adressé un courrier à Ursula von der Leyen et l'ensemble de ses vice-présidents pour demander précisément la suspension de cet accord. Ils affirment « Ce qui se passe actuellement à Gaza est la conséquence d'un échec politique et moral de la communauté internationale. La suspension de l'accord d'association en raison de la violation des clauses de l'accord relatif aux droits humains enverrait un message fort. L'engagement de l'Union en faveur des droits humains n'est pas une simple rhétorique. » Monsieur le ministre, qu'a donc entrepris la France auprès de ses partenaires lors de ce Conseil à l'effet concernant cette suspension? Quelles sont les actions qu'elle envisage pour obtenir la dénonciation et la suspension de l'accord? Et si elle ne l'envisage pas, pourquoi ne mène-t-elle pas ces mesures? Et le gouvernement a-t-il conscience, ainsi que le Conseil, d'affaiblir, en ne prenant pas ces mesures irrémédiablement, la parole française et européenne auprès de l'ensemble des citoyens de notre continent, mais aussi à travers le monde? Merci Madame Obono. La parole est à Pierre-Henri Dumont pour le groupe des Républicains. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, merci d'être présent cet après-midi pour répondre
à nos questions. On a déjà pu avoir l'occasion d'échanger hier en hémicycle lors de cette séance de contrôle. Et je voudrais revenir, comme l'a souligné Monsieur le Président, sur un sujet qui me tient à cœur, parce que c'est l'objet du rapport qu'on examinera la semaine prochaine, qui est le processus d'adhésion aux pays des Balkans occidentaux, et en particulier sur le cas d'un pays qui est celui de la Bosnie-Herzégovine. Est-ce que vous faites d'un changement constitutionnel et en réalité de la création, de l'instauration d'une constitution en Bosnie-Herzégovine un préalable à l'adhésion du pays? On a aujourd'hui un régime constitutionnel qui n'est pas une réelle constitution, qui est une annexe aux accords de Dayton, qui fait qu'aujourd'hui le pays, pardon de le dire, est totalement ingouvernable. Il y a une fédération qui est coupée en deux. Une première partie est composée de 10 cantons, chacune avec un droit de veto, avec un parlement régional, avec un gouvernement régional. Certains de ces cantons font 30 000 habitants et toute réforme interne à la Bosnie-Herzégovine peut être bloquée par un seul de ces cantons. De l'autre côté, on a la Republika Srpska qui est sous l'influence de Belgrade qui est lui-même sous l'influence de la Russie et qui prend de plus en plus de marge avec la fédération de Bosnie-Herzégovine. On l'a encore vu avec l'adoption toute récente d'une loi instaurant un propre système électoral dans la partie serbe de la Bosnie-Herzégovine. Et donc l'urgence de l'instauration d'une constitution en Bosnie-Herzégovine pour stabiliser la démocratie dans le pays se fait de plus en plus sentir. Donc ma question, je vous l'ai dit, de savoir si pour la France il y a besoin, nécessité d'instaurer une constitution. Le deuxième point concerne également la Bosnie-Herzégovine, mais s'étend de façon un peu plus générale sur les autres pays des Balkans occidentaux, qui est celle de l'influence de la France. N'avez-vous pas peur que le retard que la France a pris dans la région, par rapport en particulier à l'Autriche ou à l'Allemagne, par exemple, à Sarajevo, les locaux de la permanence, les locaux de la représentation de l'Union européenne à Sarajevo sont dans les locaux de l'ambassade d'Allemagne, pour vous donner un exemple. Donc n'avez-vous pas peur qu'en plus, en passant de majorité qualifiée, la France étant très peu présente, ayant pris beaucoup de retard vis-à-vis d'autres pays, l'adhésion des pays des Balkans occidentaux affaiblisse la place de la France, en particulier au Conseil, où il faudra prendre des grandes décisions? Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Louise Morel pour le groupe démocrate. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Le Conseil européen des 21 et 22 mars dernier s'est conclu sur des décisions fortes. Vous l'avez rappelé sur le plan géopolitique, réaffirmation du soutien indéfectible des 27 pays de l'Union européenne à l'Ukraine, accroissement des capacités militaires de l'Union et appel à une trêve humanitaire immédiate conduisant à un cessez-le-feu à Gaza. Alors le groupe démocrate a toujours été très clair sur son soutien indéfectible au peuple ukrainien sur tous les plans politiques, économique, humanitaire. Cela passe également par une aide militaire renforcée à travers les systèmes de défense aérien, les munitions, les missiles, pour faire face à l'offensive russe. Ce sont bien là les valeurs de liberté, du respect de l'état de droit, de la souveraineté nationale, entre autres, qui sont attaquées sur le sol ukrainien. Ce sont nos valeurs. Je voudrais vous interroger, Monsieur le Ministre, sur le rapport de la France à la défense européenne et plus particulièrement à la BITD, la base industrielle et technologique de défense. Face aux menaces auxquelles l'Europe est confrontée, il semble que nous assistions enfin à un réel changement de paradigme pour l'avenir du projet européen. Je reprends cela les mots du président du Conseil. L'Union européenne ne confie plus seulement sa sécurité et sa défense à l'OTAN. Désormais, les 27 États membres cherchent à accroître la capacité militaire globale de l'Union. Ils contribuent à la BITD, mais aussi à la Facilité européenne pour la paix. J'ai eu l'occasion d'écrire l'an dernier un rapport pour cette commission au sujet de la loi de programmation militaire avec une recommandation qui était le fait que l'Union européenne devait enfin sortir de l'ambiguïté au sujet de son autonomie stratégique. Je constate que nous avançons sur ce point, c'est une bonne chose, mais je voudrais aller plus loin en vous demandant quelle place la France pourra jouer dans le développement de cette base industrielle et technologique de défense et quelle place les coopérations bilatérales, plus particulièrement, déjà en place, ou par exemple les coopérations telles que le SCAF, l'avion du futur, prendront dans cette base industrielle et technologique de défense. Et enfin, sur un autre sujet, je voudrais vous interroger également sur Gaza. L'Union européenne se dit prête à collaborer avec toutes les parties régionales et internationales pour relancer un processus de paix. Comment envisagez-vous concrètement de soutenir cette initiative et à quel horizon, puisque bien entendu, chaque jour, chaque heure et chaque minute sont autant de vies épargnées par les affres de la guerre dans cette région. Je vous remercie.
Merci beaucoup. La parole est à Félicie Gérard pour le groupe Horizon. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, les 21 et 22 mars, le Conseil européen a adopté de nouvelles conclusions dans un contexte géopolitique tendu. Alors que la situation au Proche-Orient et en Ukraine continue d'inquiéter à juste titre nos compatriotes, les échanges du Conseil ont permis de réaffirmer l'engagement déterminant de la France sur ces deux conflits. Ce Conseil a également été l'occasion d'évoquer en détail la politique de sécurité sur notre continent. À ce titre, et parce que les conflits se généralisent sous diverses formes, il nous faut travailler davantage sur l'intégration du marché européen de la défense. Cela passera par le renforcement des coopérations existantes. Je pense notamment au règlement pour l'acquisition commune de matériel de défense et à l'action de soutien à la production de munitions. Cela passera également par des programmes développés entre nos nations. Je pense aux coopérations sur le SCAF ou encore sur les sujets cyber. Ces projets demandent des financements très importants et à ce titre, l'invitation du Conseil adressée à la Banque européenne d'investissement à adapter sa politique de prêt à l'industrie de la défense est à saluer. Monsieur le ministre, de par son savoir-faire, la France possède une base industrielle et technologique de défense à la renommée internationale. Ma question est donc la suivante. Au regard des échanges que vous avez eus avec vos homologues, de quelle façon la France envisage-t-elle la coopération avec les États membres de l'Union européenne en matière de défense? Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous en avons fini avec les orateurs de groupe. J'ai une demande de prise de parole supplémentaire. 2, 3, 4. Tout le monde demande la parole. On va les prendre, Monsieur le Ministre, en faisant 2 minutes, chacun en commençant par Jean-Pierre Pont pour le groupe Renaissance. Oui, merci Monsieur le Président. Merci Monsieur le Ministre pour votre première venue dans cette commission. Je vais parler d'un autre problème, puisque vous avez ouvert le débat, vous devinez un peu lequel, puisque je vais vous remercier pour votre venue extrêmement rapide à Boulogne-sur-Mer, premier port de pêche, où vous avez pu y rencontrer des patrons pêcheurs, les OP. Comment ? Qu'est-ce qu'il faut pas ? Je t'aurai après, tu vois. Les armateurs, le président du syndicat du mareyage boulonnais, M. Olivier Leprêtre, qui est le président du comité régional, et Stéphane Pinto, qui est son adjoint. Vous avez su écouter leurs problèmes et puis leur inquiétude par rapport aux quotas, puisqu'ils ont une demande sur les quotas pluriannuels qui leur donnerait une visibilité. Sur les zones marines protégées que nous imposent les Anglais, vous avez évoqué le recours qu'a fait la France sur ce problème et aussi parlé des négociations en vue de 2026 pour la suite du Brexit. Il faut rappeler que nous avons perdu 25% des quotas pour l'instant et je pense qu'ils vont encore demander plus. Et se souvenir qu'il nous a fallu plus de 2 ans pour avoir une grosse partie des licences. Vous avez su écouter aussi leurs problèmes européens, c'est-à-dire à Bruxelles, le côté technocratique qu'ils ont évoqué sur cette place de Bruxelles. Vous avez été à leur écoute et vous avez eu des propositions, bien sûr. Je ne demande pas déjà les résultats puisque c'est trop près, mais sachez que vous représentez beaucoup leur espoir. Et pour en revenir à M. Dumont, dans le Pas-de-Calais, il y a un tunnel, mais aussi un pont à Boulogne-sur-Mer. Merci beaucoup. La parole est à Mme Chikirou pour le groupe de la France Insoumise pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Je vais poser une question très simple. Ça concerne le partenariat stratégique et global avec l'Égypte. J'ai donc vu qu'il était réaffirmé, ce partenariat, et je crois en cours d'élaboration. C'était prévu pour le premier trimestre 2024. Donc je ne sais pas où il en est. Il avait plusieurs volets, ce partenariat, et assez global en effet, passant de migration, investissement, enfin de très nombreux sujets. Écologie, eau, bon, pourquoi pas, très bien. Sauf que pas une seule fois n'est abordée la question des droits de l'homme en Égypte. Or, le Conseil de l'Europe parle des droits de l'homme en Biélorussie, à juste titre, je suis tout à fait d'accord, parle de la condition des opposants politiques en Russie, je suis tout à fait d'accord. À la France Insoumise, nous accueillons des réfugiés politiques russes depuis maintenant 2 ans à Montreuil, donc nous sommes tout à fait préoccupés du sort des prisonniers politiques en Russie, en Biélorussie et en Égypte. Or, il semble qu'il n'en ait pas été question du tout de ce sujet-là. Donc, ma question est la suivante. Est-ce que vous considérez que l'Égypte est un partenaire fiable, comme
il est écrit et comme il est prévu avec ce partenariat stratégique et global, est-ce que vous considérez, ou comment jugeriez-vous le régime du maréchal Al-Sisi, qui, je le rappelle, est un dictateur? Merci beaucoup. Et puis une dernière question de Constance Le Grip pour le groupe Renaissance et pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. À mon tour de me réjouir que vous puissiez, pour la première fois dans votre responsabilité ministérielle actuelle, venir devant notre commission pour rendre compte de cet important Conseil européen. Alors, beaucoup de sujets ont déjà été abordés. Moi, je voudrais revenir sur celui des avancées significatives en matière de sécurité et de défense, effectivement, et sur le sujet des financements pour augmenter nos capacités de production, construire une véritable industrie européenne de défense. Alors, le Conseil européen a, je crois, pris déjà une première orientation très claire qu'elle a fixée à la Banque européenne d'investissement pour que celle-ci puisse étendre son mandat et permettent de financer des activités de défense. Tout cela a été très clairement indiqué et précisément orienté. Mais je crois que d'autres pistes pour trouver des ressources affectées au développement de nos capacités de production ont été abordées. Emprunts communs, eurobonds, d'autres pistes peut-être plus innovantes encore, l'utilisation, de bafouiller l'utilisation des intérêts nés du gel des avoirs russes qui sont effectués sur le territoire de l'Union. Voilà, je voulais savoir, en l'état présent des discussions au sein du Conseil, entre États membres, comment on pouvait commencer à se dessiner le chemin pour parvenir d'ici à l'été, d'ici à juin, à faire émerger certaines de ces pistes de financement supplémentaires, complémentaires, innovantes. Merci. Merci beaucoup. Et j'avais oublié Frédéric Petit pour le groupe démocrate pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, merci de votre venue. Je vais vous poser une question sur ma circonscription, évidemment, donc sur la Bosnie-Herzégovine. Je signale à mon collègue que dans les 7 points, les 7 points reviennent à une réforme constitutionnelle. Les 7 points qu'a imposé la France, quand on les enchaîne, c'est une réforme institutionnelle, puisqu'il y a y compris le jugement de qu'est-ce que c'est être un citoyen bosnien. La question que je voudrais vous poser est un peu plus complexe, Monsieur le Ministre. Je voudrais savoir si l'Union européenne envisage un certain nombre d'actions qui ne soient pas saucissonnées dans 6 pays. Je m'explique. Il y a par exemple une initiative qui est parfois sur le terrain imaginée comme un espèce de délai de l'adhésion qui s'appelle Open Balkan, dont la Bosnie ne fait pas partie parce qu'elle n'y arrive pas, parce qu'elle n'a pas les moyens de le faire, mais qui aide beaucoup les 4 autres qui en font partie. Il y a une structure qui s'appelle le Regional Council for Cooperation, avec une assemblée parlementaire qui est un peu plus large que les 6 pays. Il y a une agence de presse étatique en Bosnie, mais qui fait l'ensemble des pays, des 6 pays, qui est assez intéressante. C'est-à-dire que ce que je voudrais dire, c'est est-ce que dans ces efforts d'adhésion qu'on va faire, sans répondre à ceux qui disent qu'il faudrait qu'ils s'intègrent tous les 6 à la fois, qui est aussi une position de certains partenaires, de nos partenaires, est-ce qu'il y a une parole au sein de l'Union européenne, alors peut-être pas au Conseil, mais au sein de vos counterparts, comme on dit, pour travailler aux choses qui sont en train de partir du terrain pour aller vers de l'intégration. Les 3 que j'ai cités sont un exemple entre une vingtaine, de façon à ce que cet accompagnement cède, ne soit pas uniquement une relation entre Bruxelles et la Bosnie, puis Bruxelles et la Serbie, puis Bruxelles et le Monténégro, mais qu'on s'appuie aussi sur des efforts d'intégration locaux qui sont de bons efforts, à mon avis, pour certains d'entre eux. Merci beaucoup, Monsieur Petit. Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, merci pour vos questions. Vous avez évoqué, Monsieur le Président, le rapport sur l'élargissement. Monsieur Dumont, Mme Tanguy, qui sera présenté la semaine prochaine, on y accordera évidemment toute l'importance qu'il mérite. Brigitte Linkert a évoqué la question de l'élargissement et de la manière dont les États membres de l'Union européenne, dont l'Union européenne peut accompagner les pays sur ce processus qui est long, même très long, et sur lequel on peut se décourager. J'aurais cité 2 dimensions de ce soutien qui est apporté par l'Union européenne aux pays candidats.
Le premier, c'est un soutien en expertise. Je prends l'exemple de la Moldavie. Notre secrétaire général aux affaires étrangères s'est rendu il y a quelques mois en mission en Moldavie pour épauler les autorités moldaves dans l'effort de réforme qu'elles doivent accomplir. Il y aura un échange dans le sens inverse avec des représentants du gouvernement ou de l'administration moldave qui viendront prochainement à Paris et qui rencontreront là aussi le SGE. Donc il y a un soutien en expertise. Et puis ensuite, il y a évidemment un soutien financier. Et l'Union s'est accordée sur un plan d'investissement et de croissance de 6 milliards d'euros, dont 2 milliards d'euros d'argent frais et 4 milliards d'euros d'emprunt à destination des pays candidats des Balkans occidentaux. Ce plan est en cours de finalisation. Un trilogue, une CMP doit avoir lieu demain pour en définir les contours définitifs. Je crois que les deux sont aussi importants l'un que l'autre. Et je veux aussi préciser que dans ce cheminement vers l'adhésion, certains pays peuvent commencer à disposer ou en tout cas à s'intégrer dans des dispositifs européens. Je pense en particulier à l'itinérance téléphonique, au roaming, qui bénéficie aux Balkans, par exemple, dans ce processus. Je crois que c'est important de le rappeler, parce que si, pour avancer tout doucement vers la question de M. Thibault François, si nous considérons que c'est l'intérêt de la France et de l'Europe de réussir cette intégration des Balkans occidentaux, c'est précisément parce que nous préférons exporter dans cette enclave européenne notre modèle de stabilité politique, de liberté, de démocratie, plutôt que d'importer, du fait de notre voisinage avec cette enclave, l'instabilité qui inévitablement surviendrait du fait de l'influence qu'exerceraient sur cette enclave des grandes régions du monde beaucoup moins démocratiques comme la Chine ou la Russie. Et donc, si nous faisons patienter de manière trop longue, c'est-à-dire plusieurs décennies, des pays comme les pays des Balkans occidentaux, le risque que nous prenons, c'est que, s'appuyant sur cette fatigue qui peut saisir les dirigeants et les populations de ces pays-là, des partis politiques instrumentalisés, sous influence de grandes puissances étrangères, viennent à aviver ou attiser les braises d'une forme de nationalisme qui n'est en fait qu'un nationalisme sous influence. Donc nous considérons que c'est indispensable, que c'est dans l'intérêt de la France et de l'Europe, mais que ça doit rester un principe fondé sur les mérites propres, c'est-à-dire que chaque étape doit être dûment franchie, parce qu'on ne peut pas accepter de faire entrer dans l'Union européenne des États, des nations qui n'ont pas choisi, comme nous l'avons fait, l'état de droit comme vertu cardinale, comme colonne vertébrale. Vous m'interrogiez, Monsieur François, sur l'agriculture et sur le principe de réciprocité. Il y a encore du chemin à faire, c'est indéniable. Mais il faut quand même se rappeler qu'il y a 7 ans, le principe même de la réciprocité dans les accords commerciaux était un sujet tabou. Il est abordé par le président de la République dans son discours de la Sorbonne, où on voit déjà apparaître le principe du procureur commercial européen, on voit apparaître le principe de la réciprocité et des clauses miroirs. Les choses ont avancé sous la législature qui vient de s'achever, et vous voyez que nous sommes en train non seulement de faire obstacle à l'adoption par l'Union européenne du Mercosur, parce que nous considérons que les conditions de réciprocité et de soutenabilité de cet accord ne sont pas remplies, mais nous essayons aussi de rallier, et c'est pas facile, les États membres de l'Union européenne, nos partenaires, à une nouvelle conception des accords commerciaux qui répondent à 3 critères: soutenabilité, donc respect des accords de Paris, réciprocité, les normes environnementales et sanitaires que nous imposons à nos agriculteurs industriels s'imposent aussi à ceux qui veulent commercer avec nous. Et puis, intérêt géostratégique. On ne commerce pas pour commercer, on commerce avec des régions du monde avec lesquelles on pense qu'on a un intérêt stratégique. C'est par exemple ce qui a motivé ou ce qui motive le soutien d'un accord
qui certes fait un peu polémique, mais un accord comme celui de la Nouvelle-Zélande, avec la Nouvelle-Zélande ou avec le Chili. Et donc, je le dis, c'est vraiment la France qui porte cette idée-là, parce que nous avons une Europe qui, pendant longtemps, partant de paix, s'est contentée de vivre en quelque sorte du commerce et à profiter d'être un continent de commerçants très ouvert, beaucoup plus que les autres régions du monde. Dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, on ne peut pas rester dans cette naïveté, il faut qu'on évolue, et c'est la position qui est portée par la France. Et je veux dire, si l'accord du Mercosur est bloqué, ça ne tient qu'à un fil. Et ce fil, c'est celui que, si vous me passez l'expression, c'est celui avec lequel le président de la République a lié les mains de la Commission. Sans ce fil-là, l'accord du Mercosur aurait été adopté, non pas que... Enfin, il faut comprendre pourquoi. Non pas que nos idées ne soient pas séduisantes, mais que pour certains pays européens, le Mercosur, c'est un débouché vital pour la production industrielle. Donc, il faut comprendre où se situe le débat. Nous essayons d'installer une conception géostratégique nouvelle du libre-échange et de nos accords commerciaux, là où certains pays qui vivent des temps difficiles sur le plan industriel voient dans certains accords commerciaux leur survie. Donc c'est un travail de conviction, mais nous allons le mener. Sur la question et les remarques de Madame Danielle Obono, même si vous le savez, Madame la députée, nous ne pouvons pas accepter que le terme de génocide soit employé dans cette situation-là. Je vais répondre à la question que vous avez posée et qui concerne la suspension de l'accord avec Israël. C'est un sujet qui est discuté, qui est abordé dans le cadre du Conseil des affaires étrangères, mais sans attendre que cette discussion se prolonge. Vous le savez, nous avons pris des sanctions au niveau français et au niveau européen. Je voudrais simplement revenir sur ces deux processus, parce qu'ils ne sont pas toujours bien connus ni compris. Les sanctions que la France a prises à l'encontre des colons extrémistes et violents consistent en une restriction d'accès, non pas seulement d'accès au territoire français, mais par répercussion, ces restrictions d'accès s'appliquent à tout l'espace Schengen. Donc les 6 personnes visées par les sanctions françaises sont de facto interdites d'accès à l'intégralité de l'espace Schengen. Quant aux sanctions qui sont en cours de finalisation au niveau européen, il y a eu un accord politique, ou il y a un accord politique qui devrait être trouvé dans les prochains jours. Elles frapperont les personnes concernées avec un gel de leurs avoirs, ce qui constitue une première vague de sanctions. Ensuite, nous verrons ce qu'il advient de l'accord de coopération. J'en viens maintenant aux questions soulevées par Pierre-Henri Dumont sur la Bosnie. Est-ce qu'un changement de constitution est nécessaire pour poursuivre les négociations d'adhésion? La réponse est non, même si je reprends volontiers à mon compte les remarques de Frédéric Petit, qui nous dit que les points ou les étapes qu'il convient de franchir s'assimilent quasiment à une réforme constitutionnelle. À terme, nous regarderons la compatibilité du cadre de Dayton avec l'adhésion pleine et entière de la Bosnie à l'Union européenne. Vous aviez une deuxième question sur la majorité qualifiée, mais est-ce qu'elle portait sur le processus d'adhésion lui-même ou sur la majorité qualifiée en général? Monsieur Dumont, je vous redonne la parole pour préciser vos propos. Monseigneur est trop bon. Non, ma question était de savoir, la France a pris du retard dans les Balkans occidentaux pour plein de raisons depuis très longtemps. J'ai donné l'exemple en particulier de l'Allemagne et de l'Autriche qui sont très implantés dans les pays des Balkans occidentaux. Et on le voit, et c'est d'ailleurs une position qui a été émise par la France, un élargissement du cadre de la majorité qualifiée est actuellement dans les tuyaux, de façon générale, et en particulier avec l'extension à de nouveaux pays
membres. Et donc, n'avons-nous pas peur, étant donné le retard que nous avons pris dans ces pays, en particulier les pays des Balkans occidentaux, de se retrouver encore plus en minorité, puisque il y a en particulier l'Allemagne, et quand on prend les sujets qu'il y a eu sur le sujet du nucléaire, par exemple, qui nous posait pas mal de sujets. C'est dans ce cadre-là que je vous posais la question. Merci beaucoup pour ces précisions. La France a un certain retard, mais il y a eu un changement majeur avec le discours du président de la République à Bratislava, qui nous a conduit à réouvrir les relations avec les pays des Balkans occidentaux. On se souvient de la visite du président de la République en Albanie, par exemple. D'autres visites viendront dans les semaines et mois qui viennent. Et par ailleurs, la diplomatie française se déploie dans ces pays, non seulement dans le cadre de ce processus d'adhésion, mais plus généralement pour établir et renforcer nos relations bilatérales avec chacun de ces États membres. Et je dois dire, même si je n'ai pas encore beaucoup d'expérience dans ces fonctions, que le président de la République est très attentif, à titre personnel, à la situation et à l'évolution de la situation dans chacun de ces pays-là. Sur la majorité qualifiée, il y a un débat. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans une phase de fin de législature et la prochaine pointe le bout de son nez. Il y a donc deux documents en cours de discussion. Le premier, c'est l'agenda stratégique qui sera endossé par le Conseil européen du mois de juin, document de 4 à 5 pages qui fixera les grandes priorités du Conseil européen. Et puis, il y a un autre document en cours de discussion qui est issu de la déclaration de Grenade, qui est la feuille de route des réformes de l'Union européenne. Alors, quand on dit réforme de l'Union européenne, chacun met un peu ce qu'il veut à l'intérieur. Nous, ce que nous mettons, c'est très clair. C'est d'abord la réforme des politiques pour que l'Europe soit prête à affronter les grands défis qui sont devant nous, mais aussi à accueillir les nouveaux pays. Ensuite, les moyens, les recettes, les moyens budgétaires pour répondre à ces objectifs politiques. Et enfin, les évolutions de gouvernance éventuelles, si nécessaires, parce qu'on s'est aperçu, dans cette législature où on a connu la Covid et la guerre d'agression russe en Ukraine, qu'on pouvait faire bien des choses à traité constant, si je puis dire. Sur ces questions de gouvernance, il est donc trop tôt, étant donné le séquençage, pour pouvoir se prononcer. Il y a quand même des points sur lesquels on a les idées assez claires. Et pour la France aujourd'hui, le processus d'adhésion doit rester du ressort de l'unanimité. Je le dis parce qu'il y a une proposition un petit peu actuellement débattue qui consisterait à passer l'une des étapes du processus d'adhésion à la majorité qualifiée, ce que nous ne soutenons pas pour diverses raisons à ce stade. J'en viens maintenant aux remarques de Louise Morel. Sur le processus de paix à Gaza, il y a des efforts en matière, qui sont conduits au niveau européen. Il y a des efforts qui sont conduits au niveau bilatéral. Stéphane Séjourné, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, il consacre une partie de son temps. Il était en déplacement il y a encore peu de temps de cela. Il a d'ailleurs aussi joué un rôle important dans l'adoption de la résolution au Conseil de sécurité des Nations Unies appelant à un cessez-le-feu. Puis sur l'autre question, quelle place la France pourra jouer, qui rejoint un peu la remarque de Félicie Gérard sur la façon dont la France envisage de coopérer avec les autres États membres. Oui, je voudrais commencer par saluer les annonces récentes du ministre des Armées en Allemagne, puisque nous avons avec l'Allemagne 2 projets phares, l'avion de combat du futur, aussi le char du futur. Les annonces qui ont été faites et qui vont se concrétiser par une signature dans les prochains jours témoignent de l'avancée de ces 2 projets industriels majeurs portés par la France et par l'Allemagne. Ensuite, je le disais, c'est vraiment la France qui a imposé cette idée que dans les dispositifs de financement européens, la notion de préférence européenne soit respectée, parce que nous considérons que l'industrie française, mais l'industrie dans d'autres pays, on oublie souvent que
je vais peut-être dire une bêtise, mais je serai immédiatement corrigé, qu'un pays comme la Belgique, notre voisin, est le premier producteur au monde de munitions de petit calibre. Nous avons en Europe du savoir-faire et une expertise qui doit nous permettre d'aspirer à une autonomie stratégique en matière de défense. Et simplement, ce que nous trouvons très prometteur dans le programme présenté par la Commission européenne, c'est qu'elle reprend un certain nombre des idées que nous avions poussées, l'idée de monter en puissance, l'idée d'avoir plus de réactivité, d'élasticité de notre base industrielle et technologique, c'est-à-dire une capacité de monter en charge et de baisser en charge le cas échéant, et puis ensuite l'interopérabilité de nos équipements, puisqu'aujourd'hui, avant même d'aborder des questions je dirais, de commandement ou d'harmonisation des lignes de commandement en Europe, il y a une première étape qui est indispensable. C'est Sabine Tillet qui en parle qui en parle le mieux, ainsi que d'autres. C'est d'avoir des équipements qui fonctionnent entre eux. Aujourd'hui, aujourd'hui, on a 17 types d'hélicoptères différents dans les armées européennes parce qu'on a pris l'habitude d'acheter sur l'étagère des équipements et des armements à droite à gauche sans qu'ils puissent fonctionner ensemble. Donc, le troisième objectif avec la montée en puissance, l'élasticité, c'est l'interopérabilité de manière à pouvoir agir ensemble. Jean-Pierre Pont nous alerte sur la pêche et il a raison. Peut-être un point pour souligner que même si ça ne figure évidemment pas dans les conclusions de ce Conseil européen, en marge de ce Conseil européen, le président de la République a rencontré Ursula von der Leyen pour lui demander, après 6 ans d'attente, que la Commission européenne autorise le financement par l'État du renouvellement des flottes de pêche dans les Outre-mer, de ces segments de flottes de pêche qui très vétustes, poser des questions de sécurité et voire même de concurrence inéquitable avec les pêcheurs du voisinage. Donc pour la Guyane, pour les Antilles, pour l'océan Indien, pour nos Outre-mer, c'est une nouvelle qui était très très attendue et qui a été obtenue de haute lutte le 22 mars lors d'un entretien avec la présidente de la Commission européenne. Ensuite, l'autre question très importante que vous soulevez, ce sont les suites du Brexit et les décisions prises par le Royaume-Uni, avec lequel nous entretenons une entente cordiale, Oui. Et puis cette semaine, on va célébrer l'entente cordiale entre la France et le Royaume-Uni. Mais il faut bien dire que les fermetures d'aires marines protégées décidées par le Royaume-Uni la semaine dernière, officiellement pour des motifs de préservation de la biodiversité et des ressources halieutiques, ce qui est un motif parfaitement légitime, quand on y regarde de plus près, carte à l'appui, comme nous l'avons fait sur le port de Boulogne, premier port français, on s'aperçoit qu'elles ont un caractère très probablement discriminatoire, ce qui n'est pas acceptable, notamment parce qu'on sait bien que le Royaume-Uni se prépare à un épisode un peu douloureux qui arrive en 2026, c'est-à-dire la renégociation du Brexit, enfin, l'accord de commerce et de coopération. Alors, face à cela, ce que j'ai dit avec vous, monsieur le député, aux pêcheurs, c'est que nous allions, de notre côté, du vôtre et du leur, nous coaliser avec les États membres qui sont, comme nous, victimes de ces, si l'on peut dire, ou qui subissent les conséquences de ces fermetures arbitraires, de manière à pouvoir peser sur la décision de la Commission d'activer des clauses de rétorsion prévues à l'accord de commerce et de coopération, qui peuvent aller, dans les cas les plus extrêmes, jusqu'à l'application de tarifs douaniers sur les importations britanniques. Et donc, nous travaillons à cela. Sur les remarques de Madame Sofia Chikirou relatives au partenariat stratégique et global avec l'Égypte. Il va de soi que le renforcement des liens de coopération entre l'Union européenne et l'Égypte est souhaitable, notamment parce qu'on ne peut pas attendre, on ne peut pas régler
les questions migratoires sans échanger avec les pays de départ. Et donc la contrepartie, si l'on peut dire, notamment du point de vue des pays de première entrée que sont l'Italie, l'Espagne ou la Grèce, la contrepartie de ce pacte asile-migration, c'est bien évidemment les accords de coopération avec les pays de départ, comme c'est le cas pour l'Égypte. Coopération pour que le développement économique de ces pays limite la nécessité pour certains de leurs ressortissants de chercher l'asile en Europe, mais aussi dans certains de ces pays, tout simplement pour les accompagner dans l'établissement des systèmes d'information nécessaires à la maîtrise de l'état civil, qui, dans certains de ces pays, est insuffisante et ne leur permet pas de maîtriser, ou en tout cas de disposer d'une politique migratoire propre. Donc, ces accords sont indispensables. Alors, je mets juste un petit bémol. Ce sont des accords qui sont négociés avec la Commission européenne. Donc, ce que j'ai pour ma part eu l'occasion d'exprimer à la Commission européenne, c'est que les États membres souhaitent que des comptes leur soient rendus sur les négociations relatives à ces accords de coopération et sur leurs effets par la suite. Est-ce que nous considérons que l'Égypte est un partenaire fiable? Oui, c'est un partenaire fiable et un partenaire central en Méditerranée. Les droits de l'homme sont régulièrement évoqués par le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, c'est-à-dire par la France avec les autorités égyptiennes. C'est le cas aussi de l'Union européenne et les Égyptiens le savent bien. J'en viens maintenant aux questions de Constance Le Grip sur la question du financement. Alors oui, c'est pas un sujet facile, mais c'est un sujet dans lequel on sent bien que les Européens vont être obligés d'entrer. Parce qu'il y a la transition verte, il y a l'investissement pour atteindre l'autonomie stratégique en matière de défense, mais dans les autres domaines, ceux qui avaient été identifiés au moment, vous vous en souvenez, du sommet de Versailles pendant la présidence française de l'Union européenne, donc ce sont des domaines où des dépendances critiques s'étaient accumulées, ceux dans lesquels des dépendances critiques pourraient s'accumuler à l'avenir. Tout ça, ce sont des investissements. L'élargissement sera sans doute coûteux pour l'Union européenne. Et pourtant, tout le monde veut investir pour la transition verte. De plus en plus d'États membres veulent investir pour l'autonomie stratégique. Et une immense majorité est d'accord qu'il convient de se préparer à l'élargissement. Mais tout ça, ça coûte. Et les contraintes budgétaires s'appliquent partout. Pas exactement de la même manière, mais elles s'appliquent partout, y compris en Allemagne, avec ce frein constitutionnel imposé par la Cour de Karlsruhe. Et donc, de là, il faut réfléchir au financement. Donc il y a l'argent public. Et c'est vrai qu'on a, avec l'emprunt commun, en juillet 2020, fait franchir à l'Europe un pas considérable. Mais on n'a pas encore été jusqu'au bout de l'histoire. C'est vrai que d'ailleurs, il faut le rappeler, cet emprunt commun, c'est ce qui a permis à la France de payer 40 milliards sur les 100 milliards de France Relance. Et il faut rappeler, puisque une communication a été faite par le ministre de l'économie et des finances tout à l'heure en Conseil des ministres, que nous sommes le pays d'Europe qui a le plus tiré sur ces crédits de l'emprunt commun, ce qui est plutôt une bonne chose, puisque parfois, il arrive parfois qu'on soit un peu moins diligent pour se saisir des fonds européens. Mais l'histoire de cet emprunt commun n'est pas tout à fait terminée, ne le sera que lorsque nous aurons trouvé des ressources propres, puisque lorsque les parlements ont été invités à voter, si l'on peut dire, cet emprunt commun, ou ce PNRR, il était prévu que des ressources propres commencent à partir de 2028-2029 à rembourser. Et inévitablement, si on parle de nouvel emprunt commun, il faudra s'attabler et discuter de ce que peuvent être les ressources propres. Donc ça, c'est pour l'argent public. Après, il y a peut-être d'autres pistes de financement que celle de l'emprunt commun. Et on travaille d'ailleurs à inspirer ce travail que la Commission est en train de faire et qu'elle remettra au Conseil européen du mois de juin. Ensuite, il y a l'argent privé. Et l'argent privé, on sent bien que les dirigeants, les chefs d'État et de gouvernement européens sont de plus en plus déterminés à sortir de l'ornière le projet de l'union du financement ou de l'union de l'épargne qu'on a appelé depuis une dizaine d'années l'union des marchés de capitaux. Et ça veut dire accepter
une supervision européenne. Ça veut dire accepter d'avancer sur ce qu'on appelle la titrisation, c'est-à-dire la capacité pour les banques de se défaire d'une partie de leur portefeuille de prêts pour élargir leur capacité d'investissement. Et ça fonctionne aux États-Unis. Alors, ça a complètement dysfonctionné pendant la crise des subprimes, mais depuis, un certain nombre de garanties ont été mises en place. Mais ça fonctionne avec une garantie pour cette titrisation à laquelle il faut qu'on réfléchisse. Il y a la question qui a été évoquée lors de la réunion de l'Eurogroupe qui suivait le Conseil européen de l'harmonisation du droit des faillites, parce que quand on est créditeur ou créancier en Europe et qu'on a des droits des faillites qui diffèrent de manière significative d'un pays à l'autre, ça devient un peu difficile et on préfère se spécialiser dans un pays plutôt qu'un autre. Et puis ensuite, la question de produits d'épargne communs. Donc, moi, je suis assez optimiste sur le fait qu'on avancera parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas bien le choix, en fait, si on veut se permettre d'atteindre les objectifs politiques que j'évoquais à l'instant. Et puis sur la remarque de Frédéric Petit pour finir, il y a au niveau communautaire un club, le club des amis des Balkans occidentaux, c'est-à-dire des pays les plus engagés dans l'accession ou l'adhésion la plus rapide possible de ces États membres, soit des pays du voisinage de ces pays-là, soit des pays comme la Hongrie, par exemple, qui ont une histoire, ou l'Autriche, qui ont une histoire qui remonte à très loin avec ces pays. Et donc, ce sont des pays qui sont particulièrement impliqués pour épauler les pays des Balkans occidentaux, ce qui ne veut pas dire que la France ne fait rien. Comme je disais tout à l'heure, depuis le discours de Bratislava, il y a un vrai investissement nouveau qui est consenti par la diplomatie française, par les plus hautes autorités de l'État vis-à-vis de cette région. J'espère que je ne suis pas passé tout à fait à côté de cette question. Si c'est le cas, nous pourrons en reparler. Merci, monsieur le député. Merci beaucoup, monsieur le ministre. S'il n'y a pas d'autres... Il y a une autre prise de parole. Thibault François pour le groupe Rassemblement National. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le Ministre, également pour votre réponse, mais qui n'ont été que partielles, malheureusement, sur ma question par rapport à l'élargissement aux Balkans. Je me permets de réitérer ma question qui portait sur la convergence économique avec ces pays, dont le niveau de vie est bien inférieur au niveau de vie des Français, et également salaire minimum. Et donc, je pourrais faire un parallèle peut-être avec l'adhésion des anciens pays de l'Est, qui a évidemment engendré une concurrence déloyale qui a été mise en place directement par la France. Donc, c'est la question que je souhaiterais vous poser. Et je suis un peu surpris par la pirouette que vous avez faite au sujet de dire que ces pays tomberait peut-être sous l'influence des pays tels que la Russie ou la Chine, alors que je constate d'ailleurs que votre ministre de tutelle, M. Séjourné, s'est rendu en Chine pour louer les 60 ans de la diplomatie entre la France, les relations diplomatiques entre la France et la Chine. Pas un mot sur le régime dictatorial communiste, pas un mot sur l'agressivité territoriale de la Chine, évidemment aucun mot sur l'état de droit et la situation en Chine. Donc je suis un peu surpris par la pirouette que vous venez de faire sur le sujet. Merci, monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, bien sûr qu'il y a convergence économique et sociale préalable à l'adhésion. Là, on parle dans certains cas des pays qu'on a cités, où ce processus va prendre 10 années ou plus de 10 années. Par ailleurs, comment vous dites, le dumping social, comme vous l'appelez, je crois, dans votre question, il n'est pas une fatalité. Je voudrais à mon tour m'étonner que lorsque nous avons régulé le travail détaché, comme le président de la République s'y était engagé en Sorbonne en 2017, pour traiter ce cas dont on nous parlait si souvent, et c'est normal, du plombier polonais, eh bien, que votre formation politique ne l'ait pas soutenu. Or, aujourd'hui, on ne parle plus du célèbre plombier polonais, précisément parce que entre la régulation du travail détaché, le salaire, la directive sur le salaire minimum que la France a porté et soutenu, eh bien, on parvient, c'est ça le projet européen, à élever nos partenaires vers les standards démocratiques, économiques et sociaux auxquels nous nous tenons. Donc ce sera un processus long qui laisse à ces pays le temps de converger vers nos standards. Merci beaucoup, monsieur le ministre, pour ces réponses. Merci, mes chers collègues, pour votre participation. On était très heureux de vous avoir et on vous réinvitera évidemment pour le prochain Conseil européen, le premier sommet européen, pour que vous puissiez nous en faire le compte-rendu.
J'ai une nomination de rapporteur à faire avant de lever la séance sur le projet de loi portant, la nomination d'un rapport d'information portant observation sur le projet de loi de programmation agricole. C'est au tour du groupe de la France Insoumise d'être en charge de ce type de rapport. Et donc, nous nommons Madame Aurélie Trouvé, qui était déjà présente cet après-midi. S'il n'y a pas d'objection de votre part, il en est ainsi. Très bien. Prochaine réunion, mercredi 10 avril à 15h, examen d'une proposition de résolution européenne visant à garantir le droit à l'avortement dans la Charte des droits fondamentaux déposée par Madame Panot, et puis l'examen du rapport d'information sur les négociations d'adhésion avec les pays des Balkans occidentaux de nos collègues Dumont et Tanguy. Merci beaucoup et bonne fin de journée.